Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode du Seb Show dédié à Big Brother Célébrité Québec. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve sous le vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Et à date, en 2021, je tiens ma promesse. J'ai pas répondu à vos commentaires encore en 2020. J'ai pas eu le temps, malheureusement. Je vais remonter mes vidéos. Je risque de vous faire un petit wrap-up de ce que je vais essayer de changer. Comme un des exemples, c'était de reprendre mes vidéos du début, regarder voir s'il y a eu des nouveaux commentaires sur ces vidéos-là depuis le temps. Et de pas nécessairement de fermer la section des commentaires, mais de dire que probablement que je visiterai plus ces vidéos-là, vu qu'il y en a certains qui datent de 2-3 ans. Donc, aujourd'hui, on va parler de la dernière semaine de Big Brother Célébrité, peut-être un petit peu plus d'aspect technique, je vous dirais, un peu quand même comme la semaine dernière. Et on va commencer avec notre sujet favori, et c'est la musique! Et donc, je tenais à vous dire que j'ai fait la paix. J'ai fait la paix avec la musique de Big Brother Célébrité. Je me suis rendu compte qu'il y avait un aspect très positif à la musique de Big Brother Célébrité, car ça a été un des sujets que vous m'avez emmené le plus, autant sur mes vidéos qu'en privé. Probablement plus en privé que directement dans les commentaires. Mais donc, j'ai fait la paix. Parce que je me suis aperçu que quand je la skippais, cette maudite musique de marde-là, ben, je sauvais à peu près 4 minutes par épisode. Et et je gagne comme ça beaucoup de temps. Donc, tous les extraits où ce que la musique de marde joue, si vous les coupez, c'est à peu près 3 minutes. Fait que vous coupez l'introduction qui vous dit qu'est-ce qui s'est passé l'épisode d'avant, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode d'après, et vous coupez tout au niveau des publicités. Fait que ça fait en sorte que vous gagnez grosso modo 4 minutes et demie de scrap qui de toute façon sert à rien. Mais au moins si la musique était bonne, je le laisserais jouer. Mais la production a pas pensé ça comme ça. Fait que je sauve du temps. Donc ça me prend moins de temps pour vous emmener mes vidéos. Ça paraît pas cette semaine parce que je suis un peu à la dernière minute. Mais l'idée est là quand même. Donc, aspect positif par rapport à la musique, merci beaucoup d'avoir mis une musique vraiment à chier depuis le début de la saison. Et maintenant, je vois le potentiel d'avoir la musique à chier parce que si c'était de la bonne musique, un peu plus comme Big Brother US, ben je serais peut-être porté à prendre un peu plus de temps pour écouter vos épisodes, mais finalement, non, j'ai pas besoin de faire ça. Donc, donc ça, c'était mon premier clin d'œil par rapport à la musique. On va revenir aussi sur, je lis mes notes comme toujours, par rapport au montage qui s'est pas amélioré cette semaine. Montage de dimanche passé qui était... écoutez, je sais pas, ils ont engagé des étudiants du cégep ou quelque chose de même pour faire le montage vidéo. C'est comme... je regarde le montage puis j'ai l'impression de faire comme... Crème, il y a de la coupure ici qui fait un petit peu bizarre. Hein? D'habitude, je suis pas un pro là-dedans. J'en fais pas. Il me semble que je ferais peut-être un peu mieux que ça. Non, probablement pas. Je serais plus acheté que ça. Mais c'est pas grave. On m'engage pas pour faire ça. OK? Fait que, je sais pas, d'après moi, c'est le même gars qui fait la musique puis qui fait le montage, ou je sais pas trop, ça pourrait avoir une certaine cohérence. Mais bref, fort probablement que c'est une limitation de temps ou de technique, technologique ou peu importe. Le gars, la fille, travaille peut-être de la maison à cause du COVID, je sais pas, il reçoit les tapes, c'est comme... Écoute, je vais faire de mon mieux, mais mon système est à chier ici. Je sais pas comment que c'est fait, mais je trouve tellement que c'est comme garoché, c'est mal coupé, c'est très anticlimatique. Quand j'ai vu l'élimination de Geneviève Borne, je regardais ça puis j'étais comme... Hey boy, man, c'est... T'sais, juste pour vous donner un peu mon feeling, c'est qu'habituellement, quand il y a une élimination, c'est comme un moment marquant. Aux États-Unis, vous remarquerez que généralement, il y a de la musique jusqu'à temps que le nom est dit. Et là, c'est silence. Là, il coupe toute musique, il coupe tout. Puis là, il te laisse vivre l'émotion, puis il laisse vivre aux joueurs l'émotion. Puis tu vois là, la pesanteur de cette élimination-là, généralement. À moins que la personne était au courant qu'elle allait se faire éliminer. Mais si une personne se fait blindsider, tu vois le poids de s'être fait trahir. Tu le sens, puis
c'est malaisant, mais c'est malaisant d'un côté stratégique de faire comme, OK, la personne, elle l'a jamais vu venir, puis ça t'embarque aussi dans ce que les autres joueurs ont fait, dans le fond, la trahison qu'ils ont faite par rapport à ce joueur-là, ou des fois, c'est une trahison qui est super le fun. Il y a des joueurs que ça fait super plaisir à voir se faire éliminer, donc dans ce temps-là, c'est merveilleux. Mais ici, c'est comme, on voit Geneviève Bond qui se fait éliminer, et là, c'est comme coupé, tout comme en section de, OK, elle se lève, après ça, c'est coupé, elle est rendue au mur, elle coupe, elle est rendue à la porte, puis c'est comme, Chris, t'as peu, là, ton élimination est saccadée à fond, puis ben voilà, on la retrouve en studio, et il y a comme, je sais pas, il y a comme pas une progression linéaire, intelligente, émotionnelle. Il me semble que c'était vraiment anticlimatique. Je sais pas vous autres, parlez-moi-en. Moi, je trouve tellement que les épisodes sont mal montés que peut-être moins les quotidiennes, mais les épisodes du dimanche, là, je sais pas comment que ça c'est fait, pourquoi que c'est fait comme ça. Et honnêtement, c'est tellement mal foutu que j'ai commencé à douter par rapport au fait de dire, est-ce que c'est vraiment filmé sur 7 jours? Je sais pas si vous avez eu ce feeling-là, vous autres aussi, mais des fois, je regarde ça puis je me dis, ça a l'air tellement saccadé, tellement rapide et tellement garoché. Ça me donne quasiment l'impression que c'est filmé en un laps de temps plus court que ce qui nous est montré. Comme par exemple, un peu, quand je vous parlais des téléréalités de célébrités, un peu comme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où ce que généralement c'est filmé en 3 semaines, puis c'est diffusé en 3 semaines, 4 semaines à peu près. Puis là, je me disais, ça se peut-tu qu'il y ait qui filment ça en 3 semaines, mais qui nous font semblant que c'est je pense pas, ça serait de commencer à embarquer dans de la conspiration puis toutes sortes d'affaires. Je penserais pas que c'est ça. Mais il y a une affaire qui m'a comme titillé. Et c'est quand, je pense que c'est Claude Bégin, mais je suis plus certain, je l'ai pas noté quand c'est arrivé. Il y a un joueur qui a dit, ouais, ben en tout cas, j'ai hâte de voir le vote vendredi. Pas dimanche. Vendredi. Et évidemment, si tu regardes avec les téléréalités aux États-Unis et autres, habituellement, le vote, il est en direct. Je comprends qu'avec ce qu'on a vu le dimanche, c'était pas en direct. Mais ça m'a donné l'impression de faire comme, attends un peu, là. La personne, elle se fait-tu éliminer le vendredi? Puis ils nous l'ont présenté le dimanche? Est-ce que. Puis là, c'est le genre de questions que je suis comme. Ça a l'air bizarre. C'est juste. C'est juste le sentiment que ça fait bizarre. On dirait que c'est comme mal à manger. Il y a de quoi qui ne fit pas. Il y a une couple de points d'interrogation dans ça que. Mais je peux pas plus vous répondre malheureusement. J'en ai aucune espèce d'idée de comment que c'est arrangé, c'est organisé. Mais je trouve ça bizarre. On a eu. Là, je vais tomber sur quelqu'un qui nous a parlé, puis je vais revenir par rapport à son commentaire sur une de mes vidéos. On a eu Équipe qui nous avait écrit parce que cet individu-là, bon, connaissait fort probablement quelqu'un qui fait partie de Big Brother Célébrité et a été capable de dire oui, la personne gagne à peu près 6 000 $ par semaine. C'était pour être présent lors dans le fond, durant toute l'aventure. Et l'argent a commencé à sortir cette semaine dans les médias, de dire, je pense la presse, entre autres, qui a sorti l'article, ça a été repris, que tous les participants gagnent entre 6 000 et 7 000 $. J'ai eu un certain débat avec l'équipe, c'était pas méchant. C'est que moi aussi, avant même que le show commence, j'avais eu des échos de ces montants-là. Mais les échos venaient pas de participants. Donc moi, j'ai jamais connu vraiment de participants qui font partie présentement de la saison C. Mais j'avais eu des échos de mon côté. Mais c'est des échos que tu veux pas nécessairement dévoiler. Pas nécessairement méchamment, mais simplement parce que, comme j'expliquais sur mon commentaire avec Équipe, c'est qu'à partir du moment que tu donnes une information, c'est généralement beaucoup plus facile à la production de cibler qui donne l'information, qui a procuré l'information, soit aux médias, soit dans le public ou peu importe. Tu es capable de le cibler parce qu'ils ont quand même des outils
qui lui permettent de voir d'où vient l'information. OK? Puis moi, je le sais, les maisons de production, même dans les années 2000, quand moi j'ai participé à Love Story 4, quand j'ai été sur Love Story 5 et 6, la production avait on pourrait dire, entre parenthèses, des espions sur des forums de discussion, sur plein de plateformes, pour voir s'il y avait de l'information qui fuiterait à certains endroits. Et je peux vous dire qu'il était bien renseigné. Il y avait des gens qui avaient du temps à perdre pour lui donner l'information. Mais en tout cas, bref, peu importe, ça fait en sorte que je voulais pas embarquer là-dedans et je voulais pas surtout mettre des gens en problème. Fait que c'est pour ça que j'ai eu un peu cet échange-là avec l'équipe. Mais maintenant que l'information est publique par rapport au salaire des participants, je veux qu'on en parle, ok? Parce qu'il y a un gros problème, puis ça va venir avec un point que je vais intégrer avec. Et c'est un commentaire de William Duclerc qui a marqué, et je vous le cite, je lis une certaine inquiétude par rapport au code d'écoute, mais il ne faut pas comparer des pommes avec des oranges, il faut comparer avec d'autres émissions de nouveau. On m'a repris, c'est pas nouveau. Moi, je trouvais ça au moins minimalement exotique, nouveau. Je me disais, ouais, ok, d'accord, je trouve pas ça terrible, mais c'est quand même pas pire. Mais nouveau, je trouve que c'est un nom un peu plate. En tout cas, bref. Fait que la personne continue en disant, pour savoir si l'émission est un succès ou non, c'est impossible de comparer avec TVA et Radio-Canada qui ont toujours dominé largement le marché. Et c'est pas totalement faux, le commentaire de William là-dessus, mais c'est pas totalement vrai non plus. Et donc, là, on va embarquer l'aspect salarial que je vous parlais il y a quelques minutes et je vais embarquer d'autres éléments. Parce que William parle aussi que, bon, c'est écouté sur le web et tout et tout. Ça, j'en ai parlé aussi avec Occupation Double. Je veux que vous compreniez une chose. Oui, les émissions de télé sont de plus en plus écoutées sur le web. Je suis d'accord avec ça. Oui, il faut en prendre compte. Mais les publicitaires ne payent pas au même degré qu'à la télévision. Et c'est pour ça que généralement, vous allez revoir en boucle les mêmes commanditaires ou publicitaires sur vos vidéos sur Internet. Et ils donnent des montants beaucoup plus petits, beaucoup plus insignifiants qu'à la télévision. Pour diverses raisons, mais présentement, on n'est pas rendu au stade où globalement, Internet a dépassé la télévision, du moins dans l'œil d'un publicitaire. Puis, il faut que vous vous mettiez dans un contexte où globalement, sur Internet, c'est beaucoup les jeunes qui écoutent des émissions sur Internet. Les jeunes ont développé une attitude très proactive pour trouver des meilleurs produits, pour magasiner en ligne, Et donc, c'est dur pour un publicitaire, pour des gens qui font de la publicité dans des émissions comme ça, de vraiment quantifier je pourrais dire, l'afflux de nouveaux clients grâce à leur publicité. Et donc, de ce côté-là, je vous dirais, on a beaucoup, vous voyez comme des publicités de Bell pour la connexion. On voit Julie Snyder qui parle de Star Academy, ou en tout cas, peu importe, là, l'émission qu'elle regarde ou Occupation Double. Mais c'est Bell, la station appartient à Bell, donc c'est une publicité qui est faite dans leur propre station. Pour moi, ça compte pas vraiment. Vous avez des incontournables comme Desjardins qui va faire de la publicité un peu n'importe où. Mais vous avez pas de gens qui vont faire comme « Ah, j'ai ciblé vraiment un pan de personnes par le biais de ces émissions-là et je vais faire de la promotion et ça va me rapporter. » Sur Internet, présentement, au Québec, on n'est peut-être pas encore rendu là, ce qui fait en sorte, en tout cas, bref, que les publicitaires ne donnent pas le même cachet pour les publicités sur Internet qu'à la télévision. Parce qu'à la télévision, souvent, c'est un public plus âgé qui écoutent la télévision et donc qui sont plus conventionnels ou je pourrais dire conservateurs dans leur façon d'acheter. Ils peuvent être influencés plus facilement par la publicité que des jeunes qui sont sur Internet. Et je résume ça, mais c'est un peu ça. Fait que bref, c'est pour ça que j'enlève toujours de la crédibilité sur les chiffres sur Internet, pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'ils rapportent beaucoup moins. Et ça, il faut le mettre dans la balance.
Le deuxième aspect est que malgré tout, si on se fie, admettons qu'on compare Big Brother, parce que Big Brother a des codes d'écoute très moyennes, voire mauvaises à l'heure actuelle, honnêtement, même si William Duclair dit qu'il faut comparer des pommes avec des pommes, même à nouveau, c'est pas une réussite en soi. On a eu présentement là, des codes d'écoute généralement presque majoritairement en bas du 100 000 téléspectateurs et ça a même baissé en bas du 500 000. Je veux que vous compariez que euh, mettons que vous remontez 10 ans en arrière, vous aviez des codes d'écoute qui frôlaient à TQS des 1 million, 1,2 million, 1,4 million pour un show similaire. Je comprends que la télé-réalité a pris une débarque. Je comprends que Nouveau est plus ce que TQS a été à l'époque. C'est correct. Mais là, je veux vous emmener l'autre dynamique qui est en arrière. Et c'est le fait de l'argent qui est donné. OK? Dites-vous que si on compare production pour production, que ce soit OD, que ce soit Love Story, que ce soit Big Brother Célébrité, la maison de production derrière, l'éclairage, le son, les caméramans, ces choses-là, est sensiblement pareil. Je veux dire, les équipes sont similaires. Donc, le coût influence pas tant que ça par rapport à ça. Occupation Double a un enjeu de taille qui est de filmer dans un autre pays. Alors là, à ce moment-là, c'est de transporter tout le monde ailleurs. Fait que c'est les billets d'avion, c'est la configuration là-bas, la location d'emplacement beaucoup plus précis que, mettons, Love Story ou Big Brother n'ont pas comme problème. Fait que Occupation Double a des installations qui coûtent plus cher. Mais Occupation Double est ardemment commandité, donc par des agences de voyage, pour le prix final, pour même les endroits qu'ils vont. Parce que s'ils vont en Afrique, s'ils vont dans d'autres endroits, ils reçoivent des crédits du gouvernement, souvent local, pour le fait qu'ils filment, pour le fait qu'ils injectent de l'argent neuf dans l'endroit. Fait que souvent, ils vont aller dans des endroits où il y a des crédits d'impôt intéressants quand même, où il y a des crédits, des subventions, des choses comme ça qu'ils peuvent aller récupérer. Fait qu'ils graffinent pour aller chercher certaines choses, certaines autorisations, et ils participent un peu avec ça, mais il y a des coûts. Sauf que globalement, monétairement, Occupation Double donne presque rien aux participants. Donc, moi, j'ai entendu des rumeurs comme de quoi que ça jouait entre des 200$ par semaine à du 1000$ par semaine. Là. Je ne sais pas le contexte de pourquoi il y a un gap d'à peu près 800$ entre le plus bas et le plus haut. Probablement que ça se trouve un peu entre les deux. Peut-être c'est le fait que si le participant est à chier, peut-être que c'est juste ça. Là, d'abord. Mais globalement, avec le prix final, c'est un prix généralement commandité, soit voiture, endroit où habiter, mais il n'y a pas de prix en argent. Fait il n'y a pas cette valeur monétaire d'injecter. Depuis, dans le fond, ma victoire à Love Story 6, ça a toujours été un peu considéré que Love Story 6 a été le show qui a donné le plus de cash en télé-réalité. Si, mettons, on ne prend pas en compte de toutes les émissions un peu je pourrais dire, comme le banquier ou des choses comme ça, où que le hasard joue un rôle, mais vraiment, on parle de télé-réalité ici. Le Love 6 a été toujours vu comme le plus payant. Et je veux vous faire je veux vous donner une idée de l'ampleur de la saison de Big Brother versus Love Story 6. Parce que Love Story 6, comme je vous dis, était la barre haute pour le prix en argent remis à des joueurs. Et si je considère le prix que moi j'ai gagné en argent, qui était le 200 000 à la fin, si je considère les salaires, et si je considère des petits prix secondaires, il y a eu une remise en argent d'à peu près 250 000 qui était non commandité. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de commanditaire en arrière qui baquait financièrement pour donner, pour injecter cet argent-là. Love Story 6 avait pas des codes d'écoute aussi grandes que Love Story 4, mais a eu quand même des bonnes codes d'écoute. Je pense que ça pouvait tourner autour de 700, 150 000 auditeurs. Fait que c'est correct. Mais le concept n'était pas revenu à l'époque. Ça n'avait pas été à la hauteur des attentes quand même. Si on se fie à l'heure actuelle
à l'échelle normale salariale qui a été dévoilée. Donc, on peut se dire entre 6 000 et 7 000 par participant, on va faire une moyenne de 6 500. 6 500 par participant par semaine jouée. Et là, on considère que c'est des semaines pleines. On considère que ça va durer le 13 semaines. Donc, je fais abstraction de ce que je vous disais plus tôt, que peut-être que le show a été tourné de façon plus... C'est une plus courte période que ce qu'on a l'impression. Mais vraiment que le show se déroule vraiment sur 13 semaines. À 6 500 par participant avec une élimination par semaine. OK, on va le mettre de même. Là, je ne considère pas qu'il peut y avoir une double élimination quelque part, qu'il peut y avoir un joueur qui revienne n'importe quoi. Vraiment, le standard, la base. Eh bien, la production va avoir injecté 800 000 en argent. Même plus que 800 000 en argent cash non commandité. Et ça, c'est juste en salaire et pour le prix final. Et là, quand je vous parle de prix final, c'est le 50 000 au complet. Il faut considérer qu'il y a un 25 000 qui va à une fondation et tout et tout. Mais ça reste quand même que c'est au-dessus de 800 000 que la production va avoir mis en cash. Et là, ça crée un méchant problème, à mes yeux. Parce que c'est de l'argent cash qui a été sorti des coffres de la maison de production ou par le diffuseur, ou peu importe les ententes qu'ils ont, pour arriver et obtenir ces joueurs-là. Puis pour des codes d'écoute d'1 million, je vous dirais, peut-être. Mais pour des codes d'écoute de 500 000, de 480 000, on est loin de du gaps qu'il nous faut. Parce qu'il faut que vous vous disiez que jamais que la production d'Occupation Double va mettre 800 000 cash pour le fait d'aller filmer ailleurs. La production d'Occupation Double va peut-être mettre un 200, 300 000 sur le fait de voyager ses équipes, de s'installer ailleurs et tout. Parce que, je veux dire, au-delà de ça, tout est similaire quand même. La bouffe est payée de la même façon, l'équipement est le même, la façon... Fait que c'est beaucoup d'argent pour un show qui ne marche pas tant que ça. Et c'est pour ça que quand on essaie de comparer, je veux qu'on compare vraiment chaque élément pour vraiment avoir une image globale. Fait que le commentaire de William était bon, dans le sens qu'il nous fait poser la question, mais d'un autre côté, je considère que les codes d'écoute sont définitivement pas à la hauteur. Surtout quand tu compares, puis je comprends que TVA, ils ont un auditoire déjà préétabli. Mais quand vous voyez que le tricheur à TVA fait à peu près 800-900 000 de codes d'écoute, et on s'entend que c'est un show qui coûte rien à faire, puis que vous avez un show qui vous en coûte 800 000 cash, plus vos équipes de production, les caméramans, les monteurs, le ci, le ça, et qui fait 500 000, est-ce que vraiment ça intéresse un diffuseur? Et là arrive un autre problème derrière ça. Maintenant qu'on sait qu'ils ont donné 800 000 en salaire, ben ils n'ont plus l'excuse de ne pas donner de grand prix à la fin. Je veux dire, depuis des années, on nous dit les prix à la fin, là, les montants d'argent à la fin, là, pauvre petite maison de production, on peut pas donner des gros prix. D'ailleurs, la preuve, ils donnent 50 000 en argent à la fin pour le gagnant. Mais je veux dire, le gros prix que moi j'ai gagné à l'Australie, c'était du jamais vu au Québec. Là. 200 000 en argent cash, c'était du jamais vu. Généralement, c'était des 50 000. On donne 50 000 aux gagnants. Là. C'est le fun. C'est correct. Ça fait la job. Moi, quand j'avais été dans le Love 4, la voûte, 75 000. Mais ça dépassait jamais ces montants-là. Le All-Star, il avait monté ça à 200 000 pour attirer certains joueurs. Mais là, ils vont arriver et ils vont dire « Ouais, ben Big Brother, dans le fond, en salaire, on a livré 800 000 en salaire. 850 000 en salaire. » Et où t'as raison de ne pas offrir 500 000 aux gagnants? C'est une question qui se pose. Parce que si tu as les moyens financiers de subvenir aux besoins des célébrités puis de les enrichir, pourquoi que tu fais pas un show compétitif où ce que tu donnes 500 000 aux gagnants? Et là, ça réduit leur pouvoir de convaincre des gens. Parce que là, à ce moment-là, les gens vont faire comme... Tu sais, s'il y a une saison normale, la saison prochaine, puis ils reviennent avec un affaire, comme... on va vous donner 400$ par semaine de subsistance, en dehors du loft, en dehors de la maison, peu importe,
Puis le Grand Prix final, ben, c'est 50 000 piastres cash. C'est comme ça veut dire que globalement, ils se mettent 750 000 dans leur poche en partant dans un tel concept. Ce que je sais qui n'est pas le cas, surtout avec des codes d'écoute comme ça. Mais ça reste quand même que ça va être quelque chose qui va faire réfléchir, ou du moins que j'aimerais que ça fasse réfléchir certaines personnes par rapport au concept, par rapport au Grand Prix. Parce que donner 800 000 en salaire de même, pour moi, c'est indécent. Tu sais, je veux dire, surtout, c'est pas comme. C'est pas des stars de premier niveau, d'envergure. Des stars que vraiment, ils vont aller chercher un crowd extraordinaire. À ce moment-là, et puis c'est pas pour cracher sur ces personnes-là. Là. Mais on s'entend que c'est pas des stars de premier plan. C'est des célébrités, souvent has-been un peu, des gens qui ont été populaires à une certaine époque, mais qui sont plus vraiment dans l'œil du public, ou qui sont encore un peu dans l'œil du public, mais pas si importants que ça. C'est pas Céline Dion, c'est pas, je sais pas moi, Martin Matt, c'est pas, c'est pas des gens qu'on voit un peu plus souvent ou des grands humoristes qui ont passé au bye-bye ou Véronique Cloutier ou des choses comme ça. Non, c'est des artistes quand même d'un autre niveau, puis vous lui donnez un salaire de 800 000. Puis le pire, c'est que vous pourriez avoir pris des purs étrangers, puis le jeu serait meilleur. Bizarrement, vous auriez pu investir, vous auriez pu offrir 500 000 aux gagnants et prendre 400 000 et vous procurer une équipe de monteurs qui a de l'allure. Peut-être vous faire une chanson qui a de l'allure aussi. Hey, 500 000 aux gagnants, même 200 000 aux gagnants. Vous auriez eu 600 000 d'extra pour mettre sur la maison, pour mettre sur le concept, pour mettre sur... Non, vous avez préféré mettre ça sur des célébrités qui généralement en sont pas vraiment. Je trouve ça comme... Je trouve ça comme plate. C'est comme si... Je sais pas. C'est comme s'il avait compté sur le fait que... Ah ben, il y a des gens connus qui vont passer à la TV, c'est sûr que le monde va écouter massivement. Et c'est ça que je trouve dommage. Et ça m'amène... je fais un lien avec un autre de mes points que j'avais noté. Et c'est le... Tout l'aspect où ce que là, présentement, on voit les célébrités qui sont dans Big Brother avoir des trucs à l'extérieur du jeu. C'est-à-dire qu'ils sont sur leur Twitter, ils font des vlogs, ils font plein d'affaires à l'extérieur. Puis qu'on le veuille ou non, c'est pour faire de la promotion parce que le show lève pas tant que ça. La production, probablement, les laisse faire pour essayer d'aller chercher le crowd en faisant hey, là, on vous paye 6 000, 7 000 piastres chacun. On veut que votre monde vienne écouter le show de TV. Là. Puis je trouve ça comme... je sais pas. Parlez-moi de vos feelings par rapport à ça, parce que ça m'intéresse vraiment. Mais moi, personnellement, si tu offres 800 000 en argent à des semi-célébrités ou des gens qui sont plus vraiment dans l'œil du public, ou qu'ils sont, mais pas tant que ça, ben rendu là, offre 500 000 aux gagnants, prends des purs étrangers, puis le monde va s'entretuer en maudit pour avoir 500 000 en argent. Parce que, puis ça, je vais faire un parallèle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, mais on voulait te voir dans Love Story. » Ben, pas dans Love Story, mais dans Big Brother. Ben, je vais pas retourner là pour 50 000 en cash. Là. Je veux dire, même si... Je veux dire, non, je ne ferai pas ça. Mais tu vas m'offrir 500 000 en argent, puis que je sais que là, la compétition va vraiment être un cran au-dessus, parce que tout le monde va vouloir le 500 000. Là, je peux commencer à... Je vais commencer à cogiter. Ça veut pas dire que je vais dire oui plus. Mais ça va me faire cogiter un peu plus. Parce que là, à 500 000, vous vous approchez des montants US qui sont faits à Big Brother US. Parce qu'à Big Brother US, c'est 500 000 US. Fait que globalement, bon, ça ferait peut-être 650, 700 000 Canadiens. Mais ça reste quand même qu'à 500 000, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant, puis vous vous accotez beaucoup plus sur le modèle américain. Même canadien offre pas autant. Fait que ça serait une belle démarche d'être en avant du reste, même du Canada, de dire notre Grand Prix est plus élevé que partout ailleurs au Canada. Ça pourrait être intéressant. Mais non, ils préfèrent le donner en salaire à des célébrités pour que peut-être ça aille plus produit. J'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas ça.
Donc, ensuite de ça, j'avais comme point que je voulais parler, c'était évidemment le côté compétitif, les compétitions. Les compétitions respectent, puis ça, je l'apprécie. Mon premier point positif ce soir, à part le fait que mes 4 minutes qui sont skippées à cause de la musique. Euh, les compétitions respectent le concept américain. Donc, je suis quand même content que ça respecte le concept américain. Le problème que j'ai, c'est l'espace. Puis ça, il y a plusieurs d'entre vous qui m'en avaient parlé, qui m'ont laissé des commentaires là-dessus. C'est restreint l'espace. Je voyais la compétition d'hôtel, puis ça donne pas l'esprit d'envergure qu'une compétition est censée avoir là-dedans. Puis même, bizarrement, je regarde ça, puis j'ai l'impression que c'est plus petit que le jardin que nous autres, on avait dans Love Story. Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'à Love Story, c'était quand même assez vaste. Et là, on a l'impression que les compétitions sont pognées dans un cochon. Je veux dire, encore là, je considère que c'est comme... Ça a été comme mal pensé, puis il y a comme un manque de budget là, où il y a... Encore là, c'est comme, ouais, ben vous avez investi 7000 pièces par célébrité, ou 6500, c'est ça que j'allais dire. 6500 par célébrité pour les avoir dans votre show. Peut-être que vous auriez dû investir beaucoup plus sur le visuel que d'avoir des célébrités qui s'en sont pas vraiment. OK? C'est tous des éléments comme ça qu'on dirait qu'ils ont coupé un peu partout. Peut-être pour avoir ces gens-là, pour avoir l'aspect de dire, oh, on a des célébrités dans notre show, puis je trouve que c'est pas valide. Je trouve que ça amène pas. Il y a des gens qui m'ont dit, ben, le show de Big Brother Célébrité, c'est meilleur que Big Brother 22. Oui, en effet, Big Brother 22 était vraiment à chier l'automne passé. Et d'ailleurs, je voulais vous faire une vidéo sur Big Brother 22, il m'en manquait un. Puis quand Big Brother Célébrité a commencé, je me suis dit, le monde va se fourrer, puis ils vont penser que je parle de Big Brother Célébrité, peut-être, si je sors une vidéo sur Big Brother 22. Fait que là, j'ai comme mis ça un peu sur la glace. Ben, je vais peut-être vous le sortir quand même en milieu de semaine, à un moment donné, juste pour dire, je wrap up le Big Brother 22. Mais oui, la saison était à chier. Par contre, il faut pas que tu considères Big Brother Célébrité versus la pire saison qui a été faite quasiment de Big Brother, ou en tout cas l'une des pires. Faut que tu compares quand même au moins avec les saisons qui étaient correctes de Big Brother US. Et de ce côté-là, j'ai l'impression que Big Brother Célébrité ne fait pas le poids, honnêtement. C'est intéressant, mais c'est pas super intéressant. Je veux dire, il y a bien des moments quand j'écoute Big Brother Célébrité que, honnêtement, je regarde ailleurs, que je suis comme, ça m'intéresse pas, ou presque pas. Je veux dire, c'est prévisible à fond sur beaucoup de choses, puis je suis comme, bon. Fait que ça, il y a ça. On a parlé la semaine dernière comment je pourrais dire ça, donc, de tous les éléments que les joueurs ont accès. Donc, on parlait de iPod, de livres, de caméras. Ben, la semaine passée, je vous ai parlé des livres. Mais là, on a vu la caméra de Geneviève Bond, ces choses-là. Bon. Évidemment, ça ne suit pas le concept américain. Puis pour vous expliquer le concept américain, aux États-Unis, ce qu'ils font, c'est que le patron, le head of household, a certains privilèges de tout ça. Comme entre autres, il y a un iPod qui a accès durant la semaine, qui est patron, fait qu'avec sa musique. Fait qu'au début, quand il parlait que, parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a noté, je pense que c'était Lisandre qui avait parlé des chansons qu'elle allait mettre sur son iPod, c'est comme, ben écoute, ça devient patronne, elle a un iPod de disponible parce qu'elle est patronne, c'est un privilège. Fait qu'il y a certaines personnes qui, même s'ils ne veulent pas le pouvoir, vont essayer d'obtenir le titre de patron, vont compétitionner pour le titre de patron parce qu'ils veulent avoir le petits avantages, avec des photos de leur famille, le iPod ou des choses comme ça. Et ça, je trouve ça intéressant parce que si le titre de patron était purement stratégique, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui le laisseraient partir. Mais vu qu'il y a des privilèges personnels qui peuvent être acquis avec le titre de patron, je pense que ça motive certaines personnes, justement, de dire « Hey, ça fait 5 semaines que j'ai pas écouté de musique, il me faut de la musique, je veux me battre, je vais aller me chercher mon iPod, ou je vais avoir ma chambre à moi tout seul parce que je suis plus capable de sentir les autres, je vais avoir les photos de ma famille, il me manque, j'ai de la peine, je vais broyer. Bon, c'est correct.
Mais quand vous sortez de ce moule-là de patron, pour moi, tout le reste devrait être banni. C'est-à-dire que vous ne devriez pas avoir accès à quelque chose qui vous permet de vous isoler. Parce qu'à partir du moment que vous avez quelque chose qui vous isole des autres, ben, il y a des grosses chances que vous retombiez dans votre bulle et que vous deveniez pas intéressant. Puis, je dis ça sans méchanceté aucune, même moi, je l'aurais peut-être fait dans l'offre. Quand je me sentais vraiment là, que tout le monde était sur mon dos, d'aller m'installer dans le lit puis d'écouter de la musique, ça aurait pu faire très bien le travail. Plutôt que d'arriver, bon, j'allais me coucher, c'est un peu similaire, mais, mais je prenais du repos parce que je faisais Inception à nuit. Fait qu'il y avait ça aussi. Mais c'est juste parce que les joueurs normaux dans le jeu ne devraient pas avoir accès à de privilèges comme ça. Par contre, le patron, je peux accepter parce que ça vient comme avec le titre de patron et ça motive les joueurs à aller chercher le titre de patron. Je pense que sur le concept en soi... Ah oui, dernière chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de... Puis là, j'ai pris le commentaire de Guillaume Roger, mais il y en a plusieurs qui m'en ont parlé, qui disent « Hey, t'as plusieurs de tes questions qui sont données à Vrac le soir avec le show 7 jours sur 7, puis ci, puis ça. » Je l'écoute pas. Puis je l'écouterai pas. OK? Puis je vais vous expliquer les deux raisons de ça. La première est purement sur un aspect d'horaire. OK? J'ai pas le temps d'écouter ça. J'ai autre chose à faire que d'écouter un show le soir. La deuxième chose, c'est vraiment purement de production que je considère que c'est à chier de donner des explications de ton show le soir dans un show plus tard le soir. OK? Pour moi, si tu veux m'expliquer une situation, tu es censé le faire dans ton show principal. Puis je vais comparer avec Big Brother aux États-Unis. C'est After Dark. Habituellement, Big Brother After Dark, qui est très tard le soir, montre des extraits qu'ils ne peuvent pas montrer à l'heure d'écoute traditionnelle. Ou ils mettent des extraits de caméra live dans la maison à cette heure-là, où ils montrent... Mais c'est... Puis là, je vous parle au fil du temps. Là, il y a eu divers, je pourrais dire, moutures de tout ça. Mais c'est comme complémentaire. Ils vont pas te montrer quelque chose qui explique ce qui est arrivé dans l'épisode de la même soirée. Ils vont te montrer des trucs banals, que c'est comme un petit plus qu'ils vont te faire. De faire comme, ben, vous êtes fan de Big Brother, ben, si vous voulez, vous pouvez écouter ça. Vous allez avoir des petits extraits. Vous n'êtes pas inscrit, mettons, au webcam sur le net ou n'importe quoi. On va vous montrer un petit peu de plus. Vous allez voir vos joueurs favoris, puis ça, puis ils vont jaser, puis vous allez avoir un pouls des discussions plus traditionnelles, puis ça. Tandis qu'à Big Brother Célébrité Québec, ce que ça donne comme impression, c'est que ils essayent de mettre des affaires complémentaires qui nous aideraient à comprendre le maudit concept ou ce qui se passe dans la maison. Et ça me fait chier. C'est comme de dire, ben dans le fond, au lieu de te faire une émission d'1 heure, le soir, à 6h30 quand ça passe, ou peu importe, au lieu de te faire une émission d'1 heure qui durerait 40 minutes, on va te la couper parce qu'on a 2 chaînes qu'il faut qu'on fasse vivre, puis on va te montrer 75%, 80% du stock dans ton émission du soir, mais tu comprendras pas tout si tu n'écoutes pas le 20% qui reste à l'autre station de TV parce qu'on a besoin de code d'écoute là aussi. Et je trouve ça à chier comme façon de faire, ben honnêtement. Puis oui, l'histoire de Marie-Chantal Toupin, j'aurais aimé être au courant, bon, qu'elle s'est attachée, que le monde voulait la sortir pour ça. Mais pourquoi il faudrait que j'écoute à vrac pour obtenir cette information-là? J'écoute l'émission normale qui est censée me donner pas mal toute l'information et le reste devrait être purement superficiel. Alors que dans le fond, quand vous me parlez de certains éléments qui se passent à vrac, c'est des éléments essentiels qui me permettent la compréhension de l'émission ou de ce qui se passe ou même des éliminations. Puis j'ai regardé, puis c'est vrai, il y a du stock dans... Puis je veux pas l'écouter parce que pour moi, c'est de favoriser ça. C'est de dire, tu sais, comme s'il divisait le produit en deux. Rendu là, fais-moi des shows plus longs que je vais être comme stické de dire je l'écoute ou je l'écoute pas plutôt que de le diviser de même.
Parce que c'est clair que je ne l'écouterais pas. Ça, c'est sûr et certain que je ne l'écouterais pas. Oui, ça me squeezerait s'ils mettaient l'émission tout ensemble, mais au moins, je trouverais ça plus légitime, fait que j'aurais pas une critique par rapport à ça. Mais de l'écouter sur un autre poste, oubliez ça. C'est clair, net et précis que je le ferai pas. Fait que s'il y a de l'information, ça va me faire super plaisir de vous lire si vous en fournissez. J'ai des gens qui m'en parlent, qui eux l'écoutent, donc des gens que je connais, qui me parlent de ce qui se passe un peu à Vrac. Donc, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais clairement, j'écouterai pas Vrac, puis j'ai aucun intérêt à l'écouter non plus. Donc ça fait le tour un peu de l'aspect technique que je voulais vous parler aujourd'hui. Je pense que ça, c'est beau. Fait que là, je veux tomber un peu plus sur le jeu. Parce que, à un moment donné, ça fait 40 minutes que je vous critique le show. Il me semble que j'ai fait 1h15, 1h20 la semaine passée. J'ai quasiment juste critiqué le show. Non, peut-être 1 heure de critique. Fait que j'espère que ça va se calmer au fil des semaines, puis je vais être capable de vous parler plus de stratégie et que mes vidéos soient un petit peu plus courtes, parce qu'à un moment donné, je veux pas non plus que vous écoutiez mes vidéos pendant 2 heures de temps, alors que le show dure 2 heures dans la semaine non plus. Fait que premièrement, je vais revenir. La semaine passée, je vous disais, une des joueuses que j'envisageais pour aller loin, c'était Laurence. Moi, à mon sens, elle va se faire éliminer cette semaine. C'est pratiquement assuré. J'ai pas le sentiment autant que j'étais sûr que Geneviève Bond se ferait éliminer la semaine passée, autant que je suis pas mal sûr que Laurence va se faire éliminer cette semaine. Et je vais vous parler d'un concept de jeu bien important. C'est un jeu où vous participez à une télé-réalité ou peu importe. Et c'est la paranoïa. OK? On l'a vu beaucoup cette semaine. On l'a vu avec Varda. On l'a vu avec Laurence. La semaine passée, on l'a vu un peu avec Jean-Thomas Jobin. La paranoïa, là, c'est la pire chose qui peut vous survenir en tant que joueur dans une télé-réalité. Parce que ça fait en sorte que malheureusement, vos actions ne seront plus posées de façon objective. Et comment je pourrais dire ça, donc? Il faut que vous distinguiez deux choses. Il y a des gens qui sont insécures de nature. Je pense que quelqu'un comme Varda est une personne qui est insécure de nature et c'est pour ça qu'elle s'est construit une grosse façade, une grosse carapace de « je suis meilleur que tout le monde, je suis une diva, je suis... » Parce que fondamentalement, elle est faible. Encore là, c'est pas pour y chier dessus. Il y a des gens comme ça, puis elle s'est construit une carapace au fil des ans pour diverses raisons. Fait qu'elle, on le sent tout de suite qu'elle est insécure, qu'elle est paranoïaque. Bon, mais les autres, il y a certaines personnes qui le deviennent quand ils perdent le contrôle des situations. Et je pense que Laurence est un excellent exemple de ça. Jean-Thomas Jobin serait probablement un excellent exemple de ça aussi. Et honnêtement, j'ai l'impression que François Lambert pourrait être un potentiel candidat à ça aussi. C'est-à-dire que des gens, tant qu'ils sont en contrôle de la situation, tant qu'ils sentent que c'est eux qui mènent le jeu qu'ils veulent jouer, ça va super bien. Ils sont arrogants, même un peu ces bords comme François Lambert, très arrogant, impose Laurence la semaine passée, très arrogante, je suis en contrôle, on a le vote, on fait ce qu'on veut. Mais dès que tu perds cet aspect-là de contrôle, les joueurs s'autodétruisent. Et c'est, je pense, ce qui est arrivé un peu avec Laurence cette semaine. C'est-à-dire, elle est partie d'une position dominante la semaine dernière et tout d'un coup, elle se retrouve complètement isolée, pas assez de votes de son côté, et là, elle panique. Là, elle n'est pas capable de bien jouer son jeu. Puis on l'a vu un peu avec Richardson. On dirait qu'elle n'a pas été capable de bien vendre son idée à Richardson. Elle n'a pas été capable de sécuriser ses alliés non plus. J'ai vraiment l'impression, puis elle a déjà un bloc de vote contre elle, un bloc qui va être indéfectible, ou en tout cas, on suppose qu'il va être indéfectible. Je pense qu'il va être indéfectible, mais on va peut-être voir dimanche un revirement de situation. Puis ça prendrait. Mais on va voir. Mais cette paranoïa-là, des fois, elle n'est pas apparente au début. Mais dès que la personne perd le contrôle, tu le vois tout de suite. Et c'est là que tu distingues vraiment un excellent joueur versus un joueur moyen. Et je vais faire un comparatif. Dans l'histoire de Big Brother US, il y a 3 noms qui ressortent beaucoup, comme les meilleurs joueurs de tous les temps. Vous avez Dr. Will, vous avez Dan et vous avez Derek. Moi, j'ai toujours considéré Derek à un gros niveau de moins que Will et que Dan.
Pour les fans de Big Brother US, vous allez savoir de qui je parle. Pour les autres, ben je m'excuse. Pourquoi que je considère Derek en dessous des deux autres? Puis beaucoup en dessous des deux autres. C'est que Derek a jamais été positionné dans une position vulnérable. Il a jamais perdu le contrôle de la game. Et on peut se dire, ah ben c'est merveilleux, ça veut dire qu'il joue bien. Pas nécessairement. Des fois, tu es en contrôle de la game purement à cause du nombre. Des fois par luck. Des fois parce que ton ignorance fait en sorte que tu penses être en contrôle puis tu ne l'es pas vraiment. Fait qu'il y a différentes options là-dessus. Et Derek n'a jamais été mis en danger en soi. Donc, on n'a jamais vu si il aurait perdu le contrôle de sa game s'il avait été mis vraiment en danger. Et la seule fois vraiment qu'il s'est ramassé en danger, c'était rendu dans les 3 derniers. Et c'est tout. Fait que je pense que Derek était moins. Tandis que Will et Dan ont été confrontés à des situations où ce que la paranoïa aurait probablement brisé 99% des joueurs. Et ils ont réussi à surmonter ça et à rester zen. Je prends les funérailles de Dan. Quand Dan a été mis au ballottage, c'était saison 13 ou 14, je me souviens pas du numéro de la saison, et que tout le monde allait le voter out. Il n'y avait pas le veto, il n'y avait pas de pouvoir, il n'y avait rien pantoute. Et qu'il s'est mis un pas à part, il a réfléchi, qu'est-ce que je fais, comment que je renverse la vapeur, qu'est-ce qui fait en sorte que je réussirai à surmonter ça. Le joueur était une légende, tout le monde avait peur de lui, puis il était en danger, puis il n'y avait aucun pouvoir, puis il n'y avait pratiquement aucun allié non plus. Fait que, et il a réussi à surmonter ça avec un événement complètement épique. Pour ceux qui l'ont vu, les funérailles de Dan étaient un gameplay incroyable. Même moi, je regardais ça et je me disais, s'il réussit à faire ça, puis à bien monter son schéma, à monter les gens contre les autres, puis en plus, il a été capable de se faire veto par quelqu'un qui l'haïssait, qui voulait le sortir, puis il a réussi à faire mettre sur le bloc la personne qui collait les shots contre lui. C'était magistral. C'était un des meilleurs moments de l'histoire de la télé-réalité. Will a fait sensiblement pareil en se retrouvant au ballottage en étant un des joueurs les plus légendaires dans le premier All-Star. Il s'est retrouvé contre Jace, il était contre Chicken George. Il a envoyé chier tout le monde et malgré tout, il a resté tellement zen et tellement en contrôle de sa game qu'un joueur banal comme Jace a été éliminé au-dessus de lui. Ça démontre le pouvoir du contrôle de la paranoïa. Ça veut pas dire que t'as pas peur de partir. Ça fait juste en sorte que tu es en contrôle constant de ta game, même quand tu es à risque. Et c'est là qu'on voit la puissance d'un joueur. Et c'est là qu'on voit les faiblesses des joueurs aussi. Puis là, ben, c'est pour ça que j'aimerais voir, mettons, un François Lambert dans une situation où il est à risque. Il s'est fait mettre sur le bloc et il est en danger de se faire clencher. Est-ce que c'est le genre de gars qui va complètement perdre les pédales puis qui va aller d'un bord puis de l'autre puis qui va stresser ou que... Parce que dans sa vie courante, il n'est pas comme ça. Il est en contrôle de la situation. C'est un entrepreneur, comme il dit. Il réussit tout le temps. Lui, il a l'impression qu'il réussit tout le temps dans sa vie quotidienne. Est-ce que mis dans une situation où il risquerait de se faire éliminer, je vous dirais peut-être rendu dans les 4 derniers, ça pèsera plus sur ses épaules. Mais là, au tout début de la game, se faire humilier, de se faire éliminer dans les premières semaines, ou potentiellement de se faire éliminer, je ne sais pas à quel point il va paranoïer par rapport à ça. Jean-Thomas Jobin, c'est la même chose. À quel point, rendu sur le bloc, il va être paranoïaque. Moi, j'ai l'impression qu'il va l'être beaucoup. Il va vouloir se faire sécuriser, il va vouloir se faire dire « Non, non, c'est correct, la vie est belle », puis tout. Puis il va avoir de la misère. J'ai vraiment cette impression-là. Mais cette semaine, c'est Laurence. Et Laurence a eu cet aspect-là, que la paranoïa s'est emparée d'elle. Vardon l'a vu aussi un peu. Et ça, malheureusement, généralement, des joueurs comme ça, s'ils se rendent à la fin, c'est par chance. Puis s'ils gagnent, c'est par chance. Habituellement, c'est des joueurs qui vont se faire éliminer parce que c'est des preuves faciles. Vous vous retrouvez avec un casting qui est très conservateur, c'est-à-dire un casting qui essaye d'agir sans faire de vagues. Depuis le début, c'est comme « Ah, ben t'es patron, je veux pas créer trop de mal, je veux pas créer de friction, je veux pas ci, je veux pas ça. » Ben, on va aller avec la majorité. Puis présentement, ben, la majorité, c'est bonne valeur, va éliminer Laurence et il va éliminer tous les joueurs faibles.
Dans le sens, quand je parle de joueurs faibles, c'est pas les joueurs vraiment faibles, c'est les joueurs qui sont tout seuls ou qui ont de petites alliances. Fait que ça va se regrouper autour d'une grosse alliance et on va vivre ce qu'on a vécu à Big Brother 22, c'est-à-dire des votes très prévisibles. À partir du moment que le veto va avoir été joué, puis probablement pas utilisé, on s'entend, là, à ce moment-là, ça va être banal. On va dire, ah, ok, cette personne-là va partir. Ah, là, c'est cette personne-là qui va partir. Ah, là, c'est cette personne-là qui va partir. Et j'ai vu un commentaire dans mes vidéos d'une personne qui a comme fait, ah, mais là, on va voir l'élimination des joueurs qui sont un peu plus sur le side, des outsiders, on pourrait dire. Mais là, quand ils vont être rendus 8, là, ça va jouer intense. Très mauvaise philosophie. Généralement, c'est pas ça pantoute qui se passe. Parce que plus tu élimines des joueurs en dehors, comme il est arrivé dans la saison 8, plus il y a des joueurs, et plus au sein de la grosse alliance, il y a d'autres alliances qui se forment et qui vont éliminer ceux qui sont en dehors de ces alliances-là. Donc souvent, comme on a vu avec Big Brother 22, vous avez eu une alliance, je pense que c'était ça, à peu près 8, là, qui ont commencé à devenir une alliance de 6, puis ont éliminé les deux autres, puis c'est devenu une alliance de 4 qui ont éliminé les deux autres, puis... Et ça devient ultra prévisible quand même. Il y a toujours un noyau très solide. Là où ce qu'on voit des très bonnes saisons, c'est quand les gens ne participent pas à des alliances comme ça et que là, c'est vraiment d'un bord puis de l'autre et que tout le monde se garoche pour essayer d'avoir la peau de certains joueurs. Et ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé. Ou quand les alliances sont vraiment là, kiff-kiff, que vous voyez vraiment la puissance des alliances et que c'est très serré, là, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais globalement, présentement, les 2 premières semaines ne m'inspirent pas confiance de ce côté-là. J'ai l'impression qu'on va avoir peut-être en tout cas, au moins une moitié de saison qui va être plate. Ça dépend toujours, bon, s'il y a quelqu'un qui allume et qui fait comme, il faut que je provoque de quoi. Mais le step de provoquer de quoi, surtout avec un casting aussi conservateur, comme je vous disais, qui veut absolument le bonheur dans la maison, fait en sorte que la personne qui va essayer de faire de la merde va être ciblée la semaine d'après qu'elle va avoir fait de la merde. Et tout le monde va vouloir la sortir. Fait que tu veux-tu être cette personne-là? Fait que probablement qu'on va voir juste des alliances, puis la seule chose qui peut vraiment changer la donne à ce stade-ci, c'est que des gens qui sont à risque présentement gagnent des pouvoirs, donc gagnent des vétos, un peu comme Marie-Chantal Toupin, première semaine, ou gagnent des HOH, gagnent le titre de patron, parce que sinon, ça risque de pas vraiment changer, honnêtement. On risque d'avoir une saison qui va être assez linéaire, objectivement. Ensuite de tout ça, je pense que pour le côté joueur, il n'y a pas eu rien d'extraordinaire en mon sens là, pour jaser de tout ça. Il y a un aspect qui est revenu, puis c'est l'aspect des forces des joueurs. Parce que une des choses que les gens me parlent beaucoup, c'est le fait qu'on a... on dirait que les joueurs ne veulent pas éliminer un joueur fort. Les gens me disent, mais pourquoi ils veulent pas éliminer le joueur fort? Pourquoi? Puis, je comprends votre point, mais votre point est pas bon. OK? Premièrement, la force, c'est très subjectif. Donc, dans un jeu comme une télé-réalité, la force, dépendamment de ce que vous faites, ça peut fort bien être une force physique, ça peut être une force mentale, ça peut être une force stratégique, ça peut être une force sociale, ça peut être une force dormante. Donc, moi, dans une télé-réalité, qui je vais vouloir éliminer en premier? Est-ce que je vais vouloir éliminer, par exemple, la semaine passée, Claude Bégin ou Geneviève Borne? Honnêtement, avec le bagage, mettons que j'arrive dans une télé-réalité comme célébrité Big Brother, et que je suis un joueur prenant avec mon historique, quel joueur je vais vouloir éliminer en premier? Je vais vouloir éliminer Geneviève Borne. Pourquoi? Trop fine, trop faible, elle risque de se rendre loin. Moi, dans ma tête, ça va être ça. Parce que moi, je me considère un joueur fort. Je considère que il faut que je me cache en arrière de quelqu'un. Puis ça, si vous avez écouté Survivor 40, Winners at War, c'est ce que Tony Vlacho a réussi à faire. Joueur extrêmement puissant,
qui a réussi à se cacher en arrière de plein d'autres joueurs pendant toute la saison, et rendu à la fin de la saison, il a fait ses moves. Je vais prendre une autre comparaison. Dr. Will, All-Star, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché en arrière de Janelle et des Sovereign Six. Il lui a fait faire toute la merde qu'il voulait. Il a contrôlé cette gang-là totalement, puis s'est caché en arrière, puis il a pas dit un mot du mot. Tu sais, dans le sens que... Puis pourtant, Will était le joueur le plus puissant de cette saison-là. Je veux dire, Will reste un des... sinon le plus grand joueur de l'histoire de Big Brother. Donc... Et pourtant, il a été capable de se cacher en essayant de mettre la pression sur des joueurs qui semblaient sur papier plus forts que lui. Et donc, cet aspect de force-là est très subjectif quand tu regardes l'environnement qui est autour de toi. Et des fois, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce qu'à un moment donné, je vais vous prendre un exemple. Je me serais présenté dans Love Story 6. Et dès le début, je ferais comme, tiens, j'élimine Arcasio, j'élimine Mathieu Baron, j'élimine Delphine, j'élimine Cass, j'élimine... Ce qui est, sensiblement, c'est quasiment ça qui est arrivé, mettons, à l'exception d'Arcasio. Ben, t'élimines tous les gros joueurs, mais c'est un vote à l'interne. C'est quoi qui se passe? Le gros joueur, c'est toi qui le deviens. C'est toi qui commences à arriver et à avoir une cible dans le dos. C'est toi qui commences à être... Tous les autres joueurs sont plus faibles que toi. Ça te donne quoi? Quelle est la bonne stratégie là-dedans? Moi, je préfère prendre le risque d'amener un ou deux joueurs plus forts que moi, qui va peut-être se rendre en finale contre moi, puis que je vais peut-être perdre contre lui, que de ne pas me rendre en finale. Il faut mettre ça dans le... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans une saison de Big Brother ou de Survivor. Premièrement, il y a des gens qui vont se planter par eux autres mêmes. Il y a des gens qui vont se faire cibler pour des raisons purement personnelles. Fait, d'emmener des gros joueurs, à un moment donné, les gros joueurs vont tous s'entre-éliminer. Tôt ou tard, les gros joueurs vont vouloir se sortir en se disant OK, là, c'est le temps que je fasse mon move. C'est un coup d'échec que tu fais. Puis c'est beaucoup plus simple de faire tes coups plus tard dans le jeu contre d'autres gros joueurs pendant que tu t'es caché en arrière d'eux autres. Puis je vais prendre l'élimination de Sophie dans Winners at War. Je pense sincèrement que si Tony ne faisait pas son move à ce moment-là, Sophie avait des très, très grosses chances de gagner. Et pourtant, au bon moment, il a striké, il a éliminé la bonne personne et ça lui a donné un momentum terrible. Et après ça, il y avait la voie pavée pour se cacher encore en arrière de Jérémy, en arrière de Nick. Il a été capable d'avoir des alliances qui avaient de l'allure aussi sur le side. Il était avec Ben. Il a été capable de manager sa fin de jeu comme il faut en éliminant Sophie. Il s'est bien positionné, puis il a bien géré sa situation. Et c'est ça qu'un gros joueur doit faire, malheureusement, pour survivre. Il doit être capable d'éliminer des joueurs faibles pour se rendre plus loin, mais quand arrive le bon moment, d'éliminer les joueurs forts. Et non pas d'éliminer les joueurs forts direct en partant, et de finalement se mettre une grosse cible dans le dos, parce que de toute façon, il va se faire éliminer à 6e ou 7e. Ça sert à rien. Fait que c'est cette façon-là, ces moves stratégiques-là, qu'il faut considérer. Puis, si vous avez écouté Love Story 6, vous vous souvenez, à un moment donné, j'ai eu la conversation avec Mathieu Baron, de dire, écoute, s'il y a un vote à l'interne, puis les gens décident de qui part, j'ai dit, si je suis plus là, c'est toi qui vont grisser à la porte. Puis si moi je suis encore là puis que t'es plus là, c'est moi qui vont sacrer à la porte. C'est comme ça. Ça va être un de nous deux. C'est automatique. Fait que notre meilleure chance de survie en tant que joueur, c'est qu'on soit les deux encore dans le jeu. Est-ce que j'aurais éliminé Mathieu Baron plus tard dans le jeu? Absolument. Dans les 8 derniers, dans les 7 derniers, je vais essayer de faire un move juste un peu avant la finale, de faire comme, OK, je le blindside. Mais ça encore là, c'est que ça avait été un vote à l'interne. Finalement, c'est un vote du public, fait que ça n'avait aucune importance. Mais c'était quand même quelque chose que j'aurais fait. Mais j'aurais supporté Mathieu Baron simplement pour le fait de dire, stratégiquement, c'est le seul qui va se faire éliminer au-dessus de moi. Ou qui a la chance de se faire éliminer au-dessus de moi. Je ne sais pas si ça serait arrivé, bien honnêtement, mais la probabilité était là quand même. Fait que c'est pour ça que ce concept de éliminer les joueurs forts, il ne faut pas embarquer là-dedans. Je pense que c'est une mauvaise analyse du jeu en général. La force d'un joueur, un joueur qui ne dit rien, qui ne fait rien, peut être une force incroyable puis qui va peut-être gagner à la fin.
encore là, je fais un comparatif avec Survivor. La joueuse la plus forte je me souviens pas quelle saison, mais en tout cas, Michelle. Michelle s'est rendue à la fin en étant juste fine et en faisant rien. Puis elle a gagné. Contre 2 joueurs qui faisaient le show du début à la fin, comme Aubrey, comme Taj. Puis c'est pourtant Michelle qui a gagné. Parce que la force d'un joueur, c'est pas nécessairement de dire il va gagner des compétitions ou il va être stratégique. C'est un mix de plein de choses. Puis quelqu'un de très tranquille peut devenir ton plus gros adversaire à la fin, puis peut peut-être complètement te dominer à la fin, alors que tu l'as jamais vu. Puis je vous parlais lors du dernier vidéo, l'un des meilleurs exemples, quand j'étais dans Lustery 4, moi j'étais sûr, hors de tout doute, que ma plus grosse menace c'était Thomas. J'étais sûr que ça allait être contre lui, que j'allais me retrouver en finale, puis c'était du 50-50, c'est moi ou lui. Et finalement, il s'est fait éliminer 4e. Des fois, ta perception de la force est différente d'une personne à l'autre. Mais moi, puis j'avais essayé de le faire sortir en 5e position. Pas en 5e, mais en 7e position, je veux dire. Et ça n'avait pas marché. Mais c'était quand même... Je me serais quand même trompé. C'était un joueur plus faible que ce que je pensais à la base. Mais de ma perspective, dans le jeu, je considérais que c'était lui le plus fort après moi. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Fait que on a eu Francis Saint-Pierre. Je pense que ça, c'était par rapport à l'Alliance. C'est ça, des 8 personnes qui rendent le jeu trop prévisible. Ok. Je trouve ça un peu étrange que les forts se mettent ensemble pour tasser les faibles. C'est ça, c'est stratégiquement... Moi, je vous dirais que c'est normal dans une stratégie que les forts se mettent ensemble et que les faibles se mettent ensemble. Mais encore là, la force est subjective. Mais pour survivre, des fois, les forts doivent se mettre ensemble. La télé-réalité américaine a prouvé ce point-là souvent. Quand les forts se mettent ensemble, il y a un fort qui gagne à la fin. Quand les forts s'entretuent, c'est un faible qui gagne à la fin. C'est quasiment toujours une variante qui est juste, là. Je pense que la seule exception, c'est quasiment Jackson, Big Brother 21, qui a fait le combat quasiment à lui tout seul pendant toute la saison. Vous avez eu des affaires genre Mike Holloway, Survivor, des choses comme ça. Mais c'est des cas très rares. C'est plus des exceptions et c'est pas la norme, je pourrais dire. Fait que ensuite de ça, une des dernières questions qu'on m'a posé beaucoup, c'était si j'ai été approché pour participer à Big Brother Célébrité. La réponse honnête, non. La réponse ambiguë en arrière de ça, c'est je le sais pas. Je vais vous expliquer, c'est que j'ai déjà discuté avec quelqu'un qui est proche de la production. Donc, un individu qui a pu... je connais pas totalement le rôle que cet individu-là a avec la production, mais en tout cas, bref, j'essaie d'être très vague, là. Si vous voyez que je patine, pour être vague. Et la personne m'avait demandé, justement, est-ce que si un Big Brother était fait au Québec, est-ce que je retournerais en tant que joueur? Donc, c'était pas une demande formelle de dire comme, hey, on a un contrat pour toi, tu voudrais-tu, ça serait ça le salaire ou n'importe quoi. C'était plus un... J'avais l'impression que c'était de tâter le pouls, ok? Et ma réponse claire et nette à ce moment-là, c'était non, je retournerais pas. Et j'ai dit, la seule raison que je retournerais dans une télé-réalité comme ça, c'est vraiment si l'aspect compétitif et le prix final sont tellement alléchants que je peux pas dire non. Okay? Pour moi, c'était purement ça. J'ai dit, je retournerai pas dans une situation comme Love Story avec le fait de gagner une maison. Puis non. Je retournerai avec une affaire de dire une télé-réalité comme Amazing Race, 1 million pour une équipe gagnante ou Survivor ou peut-être, oui, le côté Big Brother US. Ok, peut-être. Parce que le niveau compétitif est beaucoup plus élevé. Et c'est au Québec ou au Canada, je considère que... Moi, je suis même pas intéressé à Big Brother Canada. Fait que ça vous donne une idée. Il faut que ça soit un concept qui soit bien au-delà. Et Big Brother Célébrité, pour moi, même si on... Premièrement, j'accepterais pas le côté avec le salaire à toutes les semaines. Je trouve que ça trahirait les valeurs que j'essaie de véhiculer, que j'essaie de vous montrer au fil du temps. Fait que cet aspect-là me ferait chier, alors que le prix final est très bas. Okay? Pour moi, c'est comme... j'aurais plus l'impression de faire un caméo, d'être un
un joueur je pourrais dire... je vais utiliser le terme que j'avais utilisé à l'époque avec Mathieu Baron. C'est un bouche-trou télévisuel, c'est-à-dire on te paye, t'es à la TV, puis d'attitude d'assaut. Non, moi, je veux vraiment une vraie compétition. Pas une affaire que c'est dû au salaire. Fait que si vous me mettez un prix de, comme je vous disais tantôt, de 700 000 ou 750 000 à la fin, on y retourne, puis c'est comme tout le monde est égal, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien, tu participes et tu te garoches sur le prix. Je vous dirais que l'aspect compétitif de ça serait peut-être intéressant. Mais même à ça, je ne sais pas si je participerais. Honnêtement, je pense... ici au Québec, je pense que j'ai fait le tour. Et j'ai critiqué l'autre jour Kevin, d'une certaine façon. Parce qu'à un moment donné, je trouve que ça fait désespérer. OK? Je trouve que ça fait désespérer de toujours vouloir revenir dans une télé-réalité, de se montrer. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai comme cette impression-là de faire comme, man, t'sais, fais d'autres choses, t'sais, évolue, passe à quelque chose de plus constructif. Bon, moi, c'est Puis je comprends que les gens disent, ouais, mais tu serais bon dans la télé-réalité, tu serais bon si t'étais là. Puis peut-être que non. mais il faut que vous mettiez ça dans le contexte. Ça fait quand même 12 ans pour moi, ben même plus, ça fait 14 ans que j'ai joué la première fois. Moi, là, qu'on le veuille ou non, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la force, j'ai plus la forme que j'avais non plus pour compétitionner comme j'ai compétitionné à l'époque. Vous me meurtrez... On me mettra encore la bûche aujourd'hui. Je sais pas, je serais-tu capable de faire 19h40 minutes? J'en ai aucune espèce d'idée. Peut-être que oui, juste par orgueil, mais fort probablement pas. OK? Ensuite de ça, je trouve que ce que j'ai fait à l'époque, c'était le fun, c'était intéressant. Est-ce que je serais capable d'emmener plein de nouvelles affaires et essayer de twister les choses? Peut-être que oui, peut-être que non. Et rendu là, la question se pose de dire, je veux-tu gâcher le beau souvenir que les gens ont de moi de v'là 10 ans, 14 ans, pour arriver puis peut-être gagner un prix là. Parce que c'est toujours le fun de se dire, écoute, je vais gagner. Tout le temps le fun. Mais ça se peut que tu te plantes aussi. On l'a vu, même quelqu'un comme Geneviève Borne ou peu importe, tu te plantes, tu te fais humilier, puis ton historique de c'est un grand de la télé-réalité ou peu importe, s'estompe instantanément puis tu perds toute ta crédibilité d'un coup. Puis moi, je pourrais très bien tomber dans cette catégorie-là que les gens diraient, écoute, tu as gagné, il a déjà manipulé, il y a ci, il y a ça, on le sort la première semaine, puis que même si je me cache le cul à essayer de me sauver, ça fonctionne pas. Puis là, à ce moment-là, c'est quoi que le monde ferait comme, ah, ben ouais, à l'époque, le story, c'était beaucoup plus facile, hein? C'était simple, hein? Aujourd'hui, c'est des vrais joueurs, fait que lui, on le voit qu'il était pas à la hauteur de sa réputation ou quelque chose de même. Tandis que là, j'ai une réputation qui est comme, je pourrais dire quasiment sans tâche, de dire, j'ai participé à 2 téléréalités, je l'ai faite 2 fois, avec 2 excellents résultats, j'ai fait la finale 2 fois, j'ai été dans les 2 derniers 2 fois. J'ai gagné le All-Star. Pour moi, j'ai pas le sentiment que j'ai besoin de prouver quoi que ce soit à personne. On va dire ça comme ça. Est-ce que si, exemple, puis je vais prendre l'exemple de Survivor, s'il faisait une saison de Winners at War, puis là, il ramenait 20 joueurs de Lost-Story qui ont tous gagné leur saison, puis tout, est-ce que j'y retournerais? Peut-être pour cet aspect compétitif-là. Peut-être, mais ça arrivera pas. Ça arrivera malheureusement pas. Mais même à l'époque, puis je veux que vous compreniez que c'est pas un sentiment même d'aujourd'hui. À l'époque, quand j'étais sorti du 4, j'avais parlé avec des membres de la production, puis j'avais dit, si je refais un jour Lost Story, c'est juste pour un All-Star. Je reviendrai pas pour niaiser dans l'offre ou pour être un concurrent une 2e saison de suite ou quelque chose comme... Non. Un All-Star, oui, parce que tu ramasses les meilleurs joueurs de chaque saison, parce que il peut avoir un aspect intéressant derrière de ça, mais je reviendrai pas sinon. Puis j'étais revenu pour l'All-Star. Puis même l'All-Star, j'avais eu le questionnement de me dire, j'y retourne-tu, j'y retourne pas. Fait qu'aujourd'hui, avec le recul, je regarde Big Brother Célébrité. Pour moi, Big Brother Célébrité est pas assez convaincant encore. Peut-être qu'il va le devenir, mais pour l'instant, il est pas assez convaincant pour que je participe. J'adore le fait de vous lire puis que vous me disiez, t'aurais été bon, les codes d'écoute auraient été meilleurs. C'est super gentil. Honnêtement, je le pense pas. OK? Puis, dans le sens de dire, humblement,
Je pense que j'ai sorti volontairement de l'œil du public sur beaucoup d'aspects. Et je l'ai fait parce que je me sentais bien de le faire. J'ai pas essayé d'étirer à outrance mon 15 minutes de gloire. J'ai pas essayé de m'embarquer dans plein d'affaires par Hey, regardez-moi là! Regardez-moi, je suis encore important là! Je l'ai pas fait et je commencerai pas ça aujourd'hui. Si je vais de l'avant sur quelque chose, c'est parce que dans ma tête, ça vaut la peine que je me batte parce que j'y crois. Et non pas parce que je veux me faire voir. Puis, présentement, de rembarquer dans un Big Brother comme dans l'état actuel, j'y croirais pas. Et honnêtement, pas dans une saison comme Big Brother Célébrité, j'y croirais juste pas. Même dans une saison de newbie, je pourrais dire, de nouveaux joueurs, je vois pas l'intérêt. Par contre, j'ai toujours été ouvert d'analyser les téléréalités. Fait que de travailler sur un concept de téléréalité, d'analyser, de donner mon opinion, des choses comme ça. Ça, je pense que, vu que j'ai, on pourrait dire, comblé l'aspect des trois rôles de télé-réalité, c'est-à-dire en tant que joueur 2 fois, en tant que panéliste, analyste 2 fois, j'ai écrit des articles dans des revues, j'ai passé à la radio, j'ai travaillé aussi sur la conception un peu de Big Brother, même si ça a été court. J'ai vu l'arrière de la caméra. Fait que j'ai vu comme tous les aspects de la télé-réalité. Fait que je pense être en mesure d'en parler comme il faut. J'ai vu aussi le dessous de forums de discussion, de comment les gens sont corrompus, ces forums de discussion, comment ils se font acheter, des choses comme ça. Et tout ça fait en sorte que j'ai une bonne connaissance de tout le domaine de la télé-réalité, ce qui me permet d'en parler. Mais de le revivre, je pense que sincèrement, ça va être... À moins d'avoir un défi monumental qui me convaincrait du contraire. Mais pour l'instant, Big Brother Célébrité ne serait pas... Puis même Big Brother normal, comme je vous disais, au Québec, ne serait pas suffisant pour moi pour me convaincre de retourner. Fait que... Écoutez, ça fait 1h10 que je vous parle et que je radote. Donc, j'espère que ça a été intéressant, peut-être un peu moins drôle que la semaine passée. Je vais essayer de repimenter ça, mais cette semaine, il y avait tellement d'aspects techniques à jaser. Il y avait plein de choses que les gens me parlaient en privé, justement des aspects techniques ou des aspects par rapport à moi. Je pense que là, j'ai vraiment fait le tour. Je vous ai tout rappé ça comme il faut. J'espère que ça a été intéressant pour vous autres. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.